Yaorana Annege, le premier amour, c'est souvent une tempête. Ça fait grandir, ça bouscule et ça marque à vie. Et pour les parents, c'est parfois un moment délicat entre protéger et laisser vivre. Autant de questions sans réponse ou presque. Justement, aujourd'hui, nous recevons des spécialistes, à savoir Heyar Iwong, qui est neuropsychologue Yaorana, Yorana. et Maria José Sotomayor, art thérapeute et thérapeute familial Yaorana. Yorana. C'est difficile de comprendre ce qui se joue dans le cerveau et le cœur d'un ado, mais essayons de comprendre ensemble comment accompagner sans envahir et comment traverser les premiers amours entre joie, rupture et nostalgie. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Infoservice. À l'adolescence, c'est une période de profond remaniement biologique et psychologique. Les travaux en neurosciences montrent que le système de la récompense et des émotions sont particulièrement sensibles à cet âge, alors que les zones liées au contrôle, à la planification, à la régulation émotionnelle continuent petit à petit de maturer jusqu'au début de l'âge adulte. Alors sur le plan de la santé, les recommandations internationales rappellent que l'éducation à la vie affective et sexuelle, la communication familiale et l'accès à une information fiable sont des facteurs protecteurs face à des risques, détresse psychologique par exemple, conduite à risque, violence dans le couple ou infection sexuellement transmissible. On en parlera en fin d'émission. Pour l'instant, à RI, j'ai un petit peu résumé ce qui se passe dans le cerveau d'un adolescent. Alors merci à Internet qui m'a permis de m'aider, mais quand un ado tombe amoureux, tu peux nous dire rapidement ce qui se passe dans le cerveau avec tes mots? Avec grand plaisir, et tu as très très bien résumé la situation. Le cerveau d'un adolescent n'est pas le cerveau miniature d'un adulte. C'est-à-dire qu'il est en pleine construction. Et donc, il y a des petites choses qui vont un peu pouvoir bouleverser tout ça, dans le sens où, à l'adolescence, les émotions sont bien présentes. C'est comme si, en fait, on construisait un building, le rez-de-chaussée, les émotions, tout était déjà finalisé, et tout le reste du bâtiment, la prise de recul, l'organisation, tout ça, c'est en cours de construction. Et quand on tombe amoureux, on se prend de plein fouet à toutes ces émotions, et puis le bâtiment, il n'est pas tout à fait consolidé. Et surtout, il n'est pas forcément adapté parfois à toutes ces émotions qu'on ressent d'un coup. Oui, la gestion devient vraiment difficile, et du coup, la prise de recul peut être complexe, d'où effectivement, des fois, certaines conséquences dans la régulation de ces émotions et le vécu de la situation. Alors là, on a l'aspect pédagogue finalement de ce qui se passe dans un cerveau, mais finalement, de ton côté, Maria, pourquoi ce premier amour peut bouleverser autant un adolescent? Parce que ce sont des choses nouvelles, je suppose. Oui, tout à fait. Effectivement, le premier amour, c'est bien le premier. Et donc, du coup, c'est un moment dans la vie où on n'a pas de comparaison, on n'a pas de recul, on n'a pas d'expérience, et surtout, on ne sait pas comment ça va finir. Donc déjà, on ressent toutes ces choses pour la première fois, et comme on le sait tous, la première fois, c'est toujours la fois la plus intense, Oui. celle qui va nous servir de repère pour l'avenir. Donc l'amour, en plus, étant une émotion très intense et qui englobe plein d'enjeux, et pas seulement celui dans le couple, ça fait partie d'une des expériences les plus riches, mais aussi les plus risquées dans la vie d'un humain. Parce qu'en fonction de comment ça se termine, ça peut être à la fois une bénédiction comme un traumatisme. On en parlera au fur et à mesure. Et je suppose que c'est pour ça, Hierhi, que l'ado peut parfois paraître excessif, euphorique, obsession, jalousie, besoin de contact constant. Oui, effectivement, je reprends l'image, l'amour, le premier amour, c'est comme si tout l'orchestre jouait en même temps, tous les instruments jouent en même temps, beaucoup de volume, beaucoup de puissance. Par contre, il n'y a pas le chef d'orchestre, celui qui doit réguler un peu tout ça. Et donc, oui, peut apparaître des comportements un peu d'impulsivité. Et puis, l'amour, la dépendance à l'autre, il y a plein de dopamine. Du coup, on devient vraiment accro. Et donc, oui, forcément, l'attente de SMS, juste croiser le regard, ça déclenche plein de choses sur le plan hormonal. Et voilà. Parler des heures au téléphone. Vous l'avez peut-être même vous vécu. Peut-être que le titre de cette émission vous fait rappeler quelqu'un. Alors justement, Maria José, comment expliquer aux parents que ce vécu, c'est réel, c'est puissant, c'est pas juste une petite amourette. On a tendance à minimiser en tant que parent, mine de rien. Oui, bien sûr, mais on le fait, ça part d'un bon sentiment. On sait que la première rupture peut être très difficile, et donc on ne veut pas ça pour notre enfant. Et donc du coup, je pense que quelque part, on se dit, bon, si ce n'est pas un si grand amour, ce ne sera pas si grave si jamais ça se finit, déjà d'un côté. Et puis d'un autre côté, on peut peut-être oublier à quel point c'était aussi intense pour nous la première fois que nous sommes tombés amoureux. Donc on se fait des petites piqûres de rappel de nos histoires, des histoires des gens qui nous étaient proches, notre meilleur
meilleure copine, nos meilleurs copains. Et on se rappelle à quel point pour nous, c'était vraiment l'événement de toute une vie. Il n'y avait rien de plus important que cette première fois où quelqu'un nous regarde, nous reconnaît, s'intéresse à nous et peut-être qu'il nous accepte tel que l'on est. Donc nous, en tant que parents, comme tu le disais, c'est une manière, ça part d'un bon sentiment, c'est peut-être une manière de dédramatiser dès l'instant pour éviter que ça fasse très mal par la suite. Tout à fait, ça fait partie des mécanismes de défense que nous avons et c'est quelque chose qu'on peut évidemment partager dans notre entourage d'adultes, mais effectivement on évite de le faire avec les adolescents qui sont directement concernés. L'idée c'est au contraire de valider ceux qui sont en train de vivre pour qu'ils puissent après se sentir à l'aise pour le partager avec nous. C'était justement ma prochaine question, Heyari. Il y a des phrases, des attitudes que l'on peut avoir avec les adolescents qui peuvent minimiser leurs émotions et fermer la communication. Donc c'est important de ne surtout pas minimiser ce que ressent l'autre. Bien évidemment, effectivement, il ne faut pas le minimiser. On va parler potentiellement plus tard des conséquences de la rupture qui sont vraiment importantes et réelles. Bien sûr. Donc oui, donc il ne faut pas minimiser les choses. Je pense que tout adulte doit avoir une posture, être présent dans ces situations avec une écoute bienveillante et attentive, surtout ne pas minimiser les choses, les prendre au sérieux. Maria-Josée l'a bien dit, c'est une première expérience avec plein d'émotions. Le cerveau, il va créer beaucoup de souvenirs par rapport à ça. C'est un adolescent, donc des souvenirs qui vont lui servir pour se construire sur le plan de son identité. Et donc, forcément, oui, les choses, on doit en tenir rigueur et pas les minimiser, bien au contraire. L'adolescent se construit avec toute cette expérience. On est déjà tous passés par là. Alors Maria, une question un petit peu complexe. Quand on est ado, on veut garder pour soi. C'est un petit secret. J'ai pas envie de dire à papa, à maman, mais justement, comment est-ce qu'on peut savoir en tant que parent à quel moment est-ce qu'il a besoin d'écoute? À quel moment est-ce que là, on peut aller en parler? Bon, surtout ne pas attendre la rupture au moment où c'est le plus difficile, mais justement, comment savoir où se positionner en tant que parent? Alors déjà, c'est effectivement assez complexe, hein. Chaque parent est différent. Nous avons aussi, nous, des limites par rapport à nos histoires. Et chaque enfant est aussi différent. Je pense que c'est important de se rappeler que ça ne commence pas à l'adolescence. Ça commence vraiment quand les enfants sont même tout bébés, on leur parle. Et puis, lors de l'enfance, on va parler des choses qui nous semblent peut-être pas importantes. Mais ce qui est important, c'est qu'on met en place un dialogue continue avec les enfants. Quand on arrive à l'adolescence, effectivement, l'ado, il veut moins se confier à nous, ce qui est tout à fait normal et qui peut être aussi très, très sain. Et donc, du coup, nous, on peut changer un petit peu nos stratégies de communication avec les ados. On peut, par exemple, leur proposer, au lieu de nous dire comment eux, ils sont en train de vivre les choses, leur dire, on a beaucoup de décalage avec vous parce que nous n'avons pas vécu du tout les mêmes choses à notre âge. Comment est-ce qu'un adolescent tombe amoureux aujourd'hui ? Et donc, du coup, les ados, ils peuvent nous parler des ados en général, évidemment, qui vont y mettre de leurs histoires, mais ils ne sont pas obligés de le dire directement. Et donc, ça peut même devenir des débats familiaux où chacun va donner son avis sur un sujet général, mais qui nous touche quand même tous. Encore une fois, être à l'écoute. Et puis, si chaque histoire d'amour est un petit peu différente, si chaque situation, chaque joie est totalement différente, il faut quand même se souvenir de ses premiers amours. Alors moi, je me rappelle de mes premiers amours, Heyari. Les joies sont décuplées, bien sûr, mais les tristesses aussi. Alors pourquoi une rupture peut être vécue comme une véritable douleur, mentale, ça c'est sûr, mais je me souviens de ma première rupture, j'avais très mal au cœur, comme si c'était physique. Comme si, ou ça l'est réellement? Ça l'est réellement, effectivement, et j'aime bien avoir mal au cœur. Oui, la douleur, elle est vraiment présente. Quand il y a une rupture, il faut faire le deuil de la relation. On avait parlé de la dopamine tout à l'heure. Il y a une belle chute de dopamine, et donc forcément, c'est douloureux parce que c'est tout ce qui est en lien avec le plaisir en soi. Donc, peut apparaître des symptômes un peu de retrait, un manque d'envie dans la vie de tous les jours, etc. Et il faut savoir que la rupture, elle déclenche dans le cerveau les mêmes régions qui gèrent la douleur, comme la gestion de la brûlure ou d'une fracture, par exemple. Donc, quand l'adolescent il dit « ça fait mal », effectivement, ça fait mal psychologiquement, mais ça fait mal physiquement également. Et donc, encore une fois, on revient sur l'idée de ne pas minimiser les choses parce que la douleur psychologique et physique, elle est réelle, en fait. Et ça nous permet de faire finalement comme une suite à une des émissions que l'on a fait récemment où on parlait justement pour la Saint-Valentin de l'amour et on disait que l'amour, ce n'est pas un partage, c'est un don. On ne peut pas forcer quelqu'un d'autre à nous aimer. Mais justement, comment est-ce qu'en tant que parent, on peut repérer qu'une rupture devient une souffrance dangereuse, puisque ça peut partir très loin et pas juste un petit chagrin d'amour? Déjà, on part du principe que la première rupture est une grande affaire. À aucun moment on se dit que la première fois, ça ne va pas être si grave. Donc, on reste quand même attentif et on reste dans le dialogue
tout au long de la relation et non pas seulement quand la rupture arrive. Ce qu'on essaye de repérer, ce sont surtout les changements. Ça peut être des changements inquiétants à un ado qui se renferme ou qui n'est pas souvent à la maison, mais ça peut être aussi des changements étonnants qui peuvent paraître, on pourrait appeler ça des bons changements, des moments où il est euphorique, où il demande plein de choses. Donc, tous ces changements dans son quotidien nous alertent sur ce qu'il est en train de vivre. Et si nous trouvons que c'est difficile de communiquer avec eux, on peut toujours faire appel à quelqu'un de notre entourage, à un tonton qui a plus de facilité à parler avec les adolescents. On peut aussi en parler avec notre médecin généraliste qui est toujours à l'écoute. Et il y a aussi des lieux comme le Fareta Mahou qui connaissent bien le sujet, qui sont prêts à nous écouter quand on n'y arrive pas seul. D'accord, donc tous ces exemples que tu as donnés sont hyper intéressants, mais surtout, je vais revenir sur les 2 derniers exemples. Être euphorique, par exemple, poser beaucoup de questions, ça peut être un signe d'une forme de détresse. Dans quel sens? Si c'est un changement, c'est ça qu'on regarde, que dans la vie d'un adolescent, tout changement doit attirer notre attention. Et s'il est en train de vivre quelque chose de difficile, ça peut être aussi un signe de mal-être. Un peu comme cacher justement le mal-être derrière une certaine forme de joie? Par exemple, et on peut voir des adolescents qui, dans cette euphorie, vont se mettre en danger et vont avoir des comportements qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. D'accord, justement, on est tous passés par ce genre de relation à IRI, mais comment est-ce qu'on peut faire comprendre à l'adolescent qui est sensible, on le rappelle, que ce n'est qu'une étape? Ne pas minimiser et en même temps, oui, question très difficile, j'en suis conscient. Ouais, c'est difficile dans le sens où, on l'a évoqué, chaque adolescent est différent, chaque structure et cellule familiale est différente, mais je pense que si derrière tout ça, il y a eu une discussion qui s'est engagée très tôt dans le développement de l'enfant, l'échange est forcément un peu plus simple avec la famille. Il faut poser les mots, je pense, sur les mots. On a tendance à le dire, la douleur, elle est présente, il faut l'accepter, il faut en discuter, poser des mots dessus, et puis envisager, se projeter dans l'avenir, se servir de cette situation qui, effectivement, est douloureuse, mais potentiellement pour se construire et rebondir un peu plus tard. Tu es très fort, ça me permet une transition parfaite. Comment transformer une rupture en apprentissage émotionnel? Alors, quand on est en pleine rupture, vous le savez forcément, on n'a pas tendance à se dire, bah tiens, c'est pas grave, ça va aller mieux. Et en même temps, on essaie de se rassurer. Il y a des expressions qui vont dans ce sens. 1 de perdue, 10 de retrouvée. Bon, personnellement, j'ai jamais vu les 10. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir cet apprentissage émotionnel? Limite, respect, estime de soi, ça permet de se construire, comme tu disais. Exactement, ça permet de se construire, mais pour pouvoir prendre du recul sur la situation, il faut d'abord s'apaiser. De 2 manières, il faut s'apaiser émotionnellement. Donc la discussion, par exemple, elle permet de s'apaiser. Il faut que le corps il puisse aussi rebondir par rapport à ça. Vous savez, une situation amoureuse, ça met le corps en état d'activation. On est un peu stressé, etc. Ça fait monter le taux de cortisol et on le sait, pour le sommeil, l'alimentation, pour les ressources attentionnelles, c'est un peu moyen. Et donc, quand on sort de la rupture, il y a tout le contexte émotionnel et puis il y a le contexte physiologique. Le corps doit se reposer, il faut prendre de la distance, il faut s'apaiser émotionnellement. Et de là, on est capable de prendre du recul et puis de se servir de cette situation pour se construire justement. Retourner dans le passé, dans sa mémoire, et puis se servir un peu de tout ce qui s'est passé finalement pour aller de l'avant. Aller de l'avant et surtout faire le deuil, on en parlait tout à l'heure, puisque faire le deuil, généralement on en parle quand quelqu'un est décédé, mais pour des relations aussi, c'est important de pouvoir prendre le temps de faire le deuil, couper ses contacts avec l'autre et puis se reconnecter avec sa famille, ses proches par exemple. Oui, bien sûr. Alors, on fait le deuil avec plein de choses dans la vie. Ça peut être même mon ancien travail, mon ancienne maison ou mon animal de compagnie. Donc oui, le deuil est un processus qui est très personnel, encore une fois. Et je pense qu'il peut être accompagné, encore une fois, en amont. C'est-à-dire que en ayant toutes ces discussions sur ce que c'est qu'une rupture, ce que ça veut dire pour soi. Pas plus tard qu'hier, j'en discutais avec mon adolescente de 16 ans et je lui demandais comment ça se passe une rupture aujourd'hui, les messages, la pression sociale et tout ça. Et donc, du coup, je pense que ce genre de discussion met déjà un petit peu le terrain en place pour que je puisse parler, moi, de mes ruptures amoureuses, de la première et comment je l'ai vécue, pour que ça ouvre aussi la communication quand ça viendra, si elle en a envie, avec moi ou avec une autre personne, mais qu'elle puisse comprendre que je peux comprendre. Je suis déjà passée par là et c'est pas parce que je suis vieille que j'ai oublié ou que je suis pas en mesure de soutenir même quelque chose que je ne comprends pas. En tant que parent, parfois on a du mal à
à accepter que l'adolescent ne nous parle pas. Il va parler aux amis et tout ça. Et moi-même, j'ai eu tendance à entendre « Ah, pourquoi tu parles aux autres? Pourquoi tu me parles pas à moi? Pourquoi tu me dis pas à moi ce qui ne va pas ?» Il faut aussi se dire que c'est une manière comme une autre pour l'adolescent de pouvoir s'exprimer, ce besoin de contact et de communication, comme disait Hayari. Bien sûr. Alors, je rappelle à tous les parents que quand nous avons été adolescents, c'était pas forcément nos parents qu'on cherchait en premier. On avait besoin aussi de s'identifier aux personnes de notre âge. C'est ça aussi qui nous permet de nous détacher de la famille et devenir un individu à part entière. Donc oui, évidemment qu'il y a plein de choses qui se jouent pour les parents. Il y a une espèce de petite jalousie. Je suis peut-être pas la personne de confiance pour mon enfant. Il y a peut-être aussi un deuil que nous faisons quand l'adolescent commence à en être un. On se dit, il va peut-être bientôt partir. Donc ça fait partie aussi des difficultés que nous traversons à voir nos enfants grandir. On parlait aussi des réseaux sociaux. Les réseaux, aujourd'hui, je suis plus aussi jeune qu'avant, je suis plus un adolescent, donc je sais pas comment ça se passe, une rupture aujourd'hui, mais je suppose que les réseaux sociaux, les écrans, cette proximité à travers Internet, ça joue aussi sur la rupture, Hayari? Forcément, ça a joué à notre époque et aujourd'hui, c'est plus du tout la même dynamique. Oui. Les réseaux sociaux, si on parle justement de la rupture, cette rupture, avant, elle était plutôt individuelle et intrafamiliale. Aujourd'hui, elle est partagée, en fait. Si on a des situations de honte par rapport à cette rupture, si elle est déversée sur les réseaux sociaux, c'est une honte finalement qui est un peu partagée. Donc, il y a toute cette dimension à prendre en compte, effectivement, tant sur les aspects de la rupture que sur la construction de la relation. On veut montrer à l'autre et donc on construit la relation avec des publications, avec des vidéos qu'on va partager. Donc oui, c'est une dimension à prendre en compte, tant pour la construction de la relation que pour la suite, malheureusement, s'il y a une rupture. Oui. Alors aujourd'hui, on parle des premiers amours, vous l'avez vu, on parle beaucoup de joie, on parle aussi de tristesse, de deuil de la relation, mais il y a autre chose qui est très important, Maria, c'est la discussion avec la sexualité. Il y a une certaine forme de pudeur, de tabou autour de la sexualité, et puis chacun y va de son conseil. Non, mais il faut en parler dès le plus jeune âge. Non, il faut en parler à partir de 12 ans, de 16 ans. Non, ça ne nous regarde pas. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour parler de sexualité avec pudeur, mais sans tabou? Comme tu l'as très bien dit, chacun par rapport à son histoire. Je recommande des livres. Il y a des livres qui sont très, très bien écrits, qui s'appellent Questions d'amour, qui commencent à l'âge de 5 ans. Donc, ah oui. Encore une fois, on ne commence pas à parler de sexualité quand on a 15 ans. Et quand on dit sexualité, on ne parle pas de rapport sexuel. La sexualité, c'est le rapport au corps, le rapport à l'amour, le lien avec les autres. Et à partir de l'âge de 5 ans, on commence déjà à faire la différence, par exemple, entre un amour d'enfant de 5 ans et l'amour entre adolescents ou l'amour entre adultes. Et ça, c'est la sexualité. Et donc ça, ce sont des choses qu'on peut aborder dès tout petit. Pourquoi les gens se tiennent la main, pourquoi ce sont deux garçons qui s'embrassent et pas un garçon et une fille. Et tout ça, ça fait partie de la sexualité. Et l'idée, c'est d'ouvrir encore une fois le dialogue et que l'enfant se sente libre de poser des questions à condition que nous, on soit à l'aise. Si ce n'est pas le cas, on fait appel encore une fois à quelqu'un de notre entourage qui pourrait traiter ces sujets-là avec un peu plus d'aisance. Ou dans le pire des cas, un professionnel qui pourrait nous aider, justement. On va aussi aborder des points essentiels puisque à partir de 5 ans, comme tu l'as dit, on ne parle pas forcément de sexualité en elle-même comme on l'entend. Mais au fur et à mesure que l'on grandit, il y a des points essentiels qui sont abordés pour préparer les premières relations sexuelle, en l'occurrence, Hayari, on parle de consentement, de protection, parfois la pression. Je pense en l'occurrence que quand on est jeune, on se dit il faut le faire le plus tôt possible parce que les copains et les copines, ils l'ont déjà fait et moi, je ne l'ai pas fait. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tout ça, ça peut jouer. Il faut surtout se respecter soi-même et respecter l'autre. Oui, tu as très très bien résumé la situation et tu as replacé le regard de l'autre dans cette dynamique. Oui. Et donc, on venait de parler des réseaux sociaux. Et encore une fois, on revient sur cette idée d'adolescence, c'est-à-dire où les émotions sont au devant de la scène avec une prise de recul qui est souvent difficile. Et donc, ça peut amener à des comportements d'impulsivité. S'ils sont en plus renforcés par l'entourage, par les craintes, par l'envie de ressembler aux autres, etc., ça peut mener à des comportements dits un peu dangereux, de mise en danger. Et là, on parle de sexualité et donc de passage sans trop de prise de recul au préalable. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'encore une fois, tout se construit. Et on le voit bien, on est dans une dynamique préventive. Et la discussion, même tout jeune, à partir de l'âge de 5 ans, souvent, c'est ce qui permet de lisser un peu cette phase d'adolescence qui, oui, il y a des chamboulements sur le plan hormonal, etc., mais donc de venir un peu
calmer la tempête avant qu'elle soit présente. Et justement, hein, aujourd'hui on parle du premier amour, donc on a parlé joie, tristesse, sexualité, on pourrait en parler pendant encore des heures, il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout il faut retenir que le premier amour, ce n'est pas juste un petit truc en plus, c'est une étape fondatrice. Il apprend l'attachement, les limites, le respect, parfois la perte, effectivement, en accompagnant sans minimiser, en restant vigilant, on aide l'adolescent à grandir sans se briser, parce qu'une rupture emporte souvent nos jeunes adolescents dans un tourbillon de tourmentes et ça peut parfois mener à des situations sans retour. C'est l'objet de nos questions express avec Pitou, président de SOS Suicide. Je vous propose de regarder ça en image. Yarana, je suis Pitou Ateni, président de SOS Suicide Polynésie. Nous allons à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires, souvent des établissements scolaires de second degré, mais également toujours en présentiel lors des invitations par les associations, les quartiers ou les confessions religieuses. C'est la même chose. Souvent, à l'issue des présentations, il y a des personnes qui viennent nous voir pour nous parler un petit peu de leurs soucis si on se focalise sur les relations amoureuses. Ensuite, il y a le distanciel. Le distanciel, je vois par exemple les appels téléphoniques. Nous avons des personnes qui dédient de leur temps bénévolement. Si vous souhaitez nous contacter, vous voyez des numéros affichés sur mon t-shirt et donc je vous laisse lire ces numéros. Et c'est certainement beaucoup plus facile pour ces personnes-là de nous solliciter parce que il y a d'abord on ne les voit pas parce que souvent ils ont honte de se confier, mais notre rôle premier c'est vraiment d'être à l'écoute de ces personnes et de les orienter au mieux vers des professionnels de santé. On ne peut pas prendre à la légère en fait ces situations. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où le jeune en fait va mettre en avant toutes ses émotions, toutes ses capacités pour attirer le regard de l'autre et pour montrer aussi à la communauté ou à la société qu'il existe en tant qu'homme et en tant que femme. Mais on ne parle pas en fait des déceptions amoureuses par la suite. C'est ça. Lorsque un jeune, si je parle toujours des jeunes, lorsque le jeune se retrouve dans cette déception amoureuse, pour nous, ça peut être un facteur précipitant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jeune peut passer à l'acte déçu par déjà cette situation, mais en même temps, il était peut-être dans une situation où il y a des facteurs aggravants, comme les disputes au niveau de la famille, des situations très tendues au niveau de la communauté peut-être. Alors il suffit en fait qu'il y ait cette situation-là de rupture amoureuse pour que lui, il perd confiance en lui, en ses capacités, en ses potentiels et passe à l'acte. Si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, il y a deux messages. Un message à destination des parents où je vais leur dire dédiez du temps à votre enfant. Passez du temps pour échanger avec votre enfant. La vie passe très très vite. Au niveau des jeunes, nous avons organisé il y a pratiquement un mois de cela un séminaire à l'école hôtelière Te Préparé intitulé Mahana Day. L'objectif de cette séance est de donner la parole aux jeunes et par la suite motiver tous les jeunes qui rencontrent des difficultés de parler, de communiquer et surtout de parler de leurs problèmes et ne plus rester dans la honte. Et comme il y avait marqué sur le t-shirt de Pitou, en parler, c'est déjà ne plus être seul. Et parce qu'on vient d'en parler, justement, on passe aux informations. Si vous aussi vous venez de traverser une situation douloureuse, par exemple, que vous avez peur d'en parler à vos amis, à votre famille, faites le premier pas avec SOS Suicide, Polynésie française. Retenez bien que ce n'est pas une honte. En aucun cas, c'est une preuve de courage et surtout une preuve que vous voulez vous en sortir. Appelez au 444 767 ou au 87 202 523 ou encore au 89 202 523.
Et puis, pour ceux et celles qui aiment la lecture, Amour, sexe, les réponses aux questions des adolescents de Isabelle Filiosa et Margot Fried Filiosa. Je l'aime ou je la désire? Comment lui dire non? L'amour, est-ce que ça fait mal? Autant de questions, parfois sans réponse pour les parents. Les autrices de ce livre unissent leurs talents pour apporter aux jeunes les connaissances, valeurs humaines et compétences émotionnelles, sociales fondamentales sur ce sujet si sensible. Corps, amour, communication, désir, orientation sexuelle, première fois, consentement, plaisir. Avec clarté et simplicité, les autrices répondent aux questions des ados. Et on terminera justement avec cette partie, à savoir que depuis le début, on parle d'amour, de rupture, de tristesse, etc., de deuil de la relation. Mais à quel moment, Héari, on sait qu'un adolescent traverse un premier amour de manière saine? On peut se dire, non, là, ça va. Bonne question. Effectivement, de manière saine, c'est si on le voit s'épanouir potentiellement dans cette relation. On l'a dit au préalable, pas de changement brusque, mais ouais, qu'on le voit grandir comme si la plante était en train de pousser et qu'elle était bien arrosée. Donc, observez tout ça. Restez vous en tant que parent, restez présent, bienveillant à l'écoute, ne pas minimiser. Et puis observer et grandir aussi avec cet adolescent qui construit sa vie, partager ce moment avec lui. Et voilà, et puis le voir s'épanouir tout simplement. Et toujours être avec cet adolescent. Il y a des petites astuces qu'on peut avoir à la maison pour lui apporter des conseils, débattre avec lui? Oui, bien sûr. Alors, je propose souvent en famille un petit cahier de liaison qu'on peut laisser quelque part dans la maison où chacun peut avoir l'habitude d'écrire une phrase, une pensée, un reproche, une question, et qu'après, ça peut être soit répondu par écrit, soit débattu en famille. Mais je vous propose aussi d'utiliser même cette émission ou toute autre émission sur le sujet pour la regarder en famille et après créer un débat familial sur le sujet qui a été traité. Et comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur vos adolescents. Et vous savez quoi? Ça va peut-être être l'objet, peut-être que si vous êtes à table, bon appétit, l'objet d'un débat. Après cette émission, en tout cas, on vous le souhaite, pouvoir communiquer avec bienveillance, toujours et compréhension. Merci beaucoup, Héari, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et merci pour ce conseil, Maria, aujourd'hui. Merci à toi. Bonne soirée à vous, bon appétit et bon débat si vous le faites. N'oubliez pas à 18h, votre VATT, Maururu Itotato Farere A, Trahoma, Pareana.